Je n'ai aucune pitié pour les hommes qui gagnent 1300 € par mois ou bien qui sont au RSA alors qu'ils sont en pleine santé et qu'ils se plaignent. Je suis tombé sur cette vidéo parfaitement par hasard. D'habitude, je commande pas ces choses-là. Mais néanmoins, je l'ai écouté une fois, puis deux fois, et puis j'ai ri. Donc, si vous permettez, vous allez rire avec moi, peut-être. Alors, cette femme est très drôle, je sais pas qui c'est, mais bon, elle arrive avec des valises, etc., le voile et tout. Je n'ai pas de pitié pour les mecs qui touchent 1350 € par mois ou qui sont au RSA et qui sont en pleine santé. Alors, ma petite, j'ai envie de te dire, déjà, ceux qui sont au RSA, il y a ceux qui l'ont choisi, oui, faut le reconnaître, puis il y a ceux qui n'ont pas le choix. Quand tu ne fais pas d'études, écoutez bien les jeunes, quand tu ne fais aucune étude, que tu n'as aucune capacité, que tu n'es pas entrepreneur, rien du tout, t'es au RSA. Il ne faut pas y rester, c'est ce qui compte. Après, ceux qui touchent 1350 € par mois. Alors, je rappelle à cette fille que le salaire médian en France, le salaire médian, c'est-à-dire le salaire moyen, il est de l'ordre de 1700 € par mois. Quand tu touches 2000 € par mois, tu as un bon salaire. Quand tu touches 2500 € par mois, tu n'es même plus dans les classes moyennes. Tu n'es pas riche, mais tu as quand même un salaire supérieur. La plupart des gens touchent en moyenne 1700, 1800, même 1500. Il y en a aussi à 1350, il y en a même à 1000. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix d'un partenaire est-il guidé par le salaire? Si c'est le cas, eh bien écoute, j'ai envie de te dire, si au départ le gars est venu avec une voiture de location, un Brabus ou je sais pas quoi, et qu'il est arrivé et qu'il t'a dit je touche 20 000 € par mois, t'as dû t'en apercevoir. Si après t'as été le fréquenter quelque temps avant d'envisager de te marier, t'as dû t'apercevoir aussi que il avait pas le train de vie qui correspondait à ce qu'il disait. Bon, c'est pas le propos, parce que là je parle des gars qui montent sur leur salaire. Mais en tout état de cause, quand tu te maries avec lui, bah déjà, si vous arrêtiez de demander des dots à 20 000 € et d'organiser des mariages somptueux qui vous ruinent dès le début de votre vie, ce serait déjà peut-être un peu plus facile. Mais passons, c'est pas grave, admettons. Il touche 1350 € par mois. Est-ce que ça en fait un mauvais homme? Non. Est-ce que ça en fait un mauvais partenaire? Non plus. Moi, j'ai envie de dire, les gens sont contents de ce qu'ils touchent parfois, et des fois, il y en a qui n'ont pas les capacités à toucher plus. Maintenant, il y a toujours possibilité, tout au long de la vie, de se former, d'avoir des projets, mais encore faut-il les réussir. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors déjà, ça, c'est le premier constat. Mais attendez la suite. Qu'ils se plaignent que la vie est dure, que les temps sont chers et qu'ils exigent que leurs femmes participent financièrement aux dépenses du foyer pour les aider parce que la vie est devenue beaucoup trop dure pour eux, les pauvres. Alors que je connais des femmes. Loin de moi l'idée de juger les gens qui ont cette théorie-là. Là, elle parle visiblement d'un homme musulman. Alors que dit l'islam là-dessus? L'islam, il est très clair. L'islam dit qu'effectivement, la femme dispose de son argent au sein du foyer. Après, l'homme est responsable de vêtir, nourrir, habiller, payer les charges, etc. Maintenant, dans le cadre d'une vie commune, je crois, sans me tromper, que les époux se doivent assistance. Et maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que je peux juger quelqu'un qui touche par exemple 1350 € par mois, qui va vivre en région parisienne, où les loyers sont au minimum entre 700 et 800 € par mois pour avoir un F2? Alors, que l'homme demande à sa femme qui travaille, par exemple, et qui touche, par exemple, le même salaire, et qui dise « ce serait bien que tu m'aides à payer le loyer ». Est-ce que c'est mal? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut le blâmer? Je ne crois pas non plus. En plus, j'ai envie de dire, j'aime cet adage, ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent. Donc, si ce couple a de l'argent, qu'ils ont des projets en commun, acheter un bien immobilier, une voiture, etc., eh bien, l'idée de pouvoir partager les dépenses, elle n'est pas stupide en soi. Donc là, cette femme a l'air de se plaindre, voudrait vivre comme une princesse ou une reine. Moi, je dis pas que c'est impossible, c'est simplement qu'il faut s'adapter à son partenaire. Si tu as choisi un mari à 1350 € par mois, même s'il touche 2000 de toute façon, et qu'il a un loyer qui l'assomme de 1000 €, plus les courses, plus les charges, plus les assurances, plus le portable, plus toutes les dépenses courantes en fait. Il faut simplement faire un calcul de charges fixes et de charges variables, établir un point mort, et là, se dire, bon, je touche 2000, me reste à vivre, c'est 200 €, je ne m'en sors pas, ma chérie, est-ce que tu peux m'aider? En mettant, par exemple, 500 €. Vu que toi aussi, tu touches 2000, toi, tu auras un reste à vivre de 1500, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as le droit de t'acheter ce que tu veux, si elle veut aller tout dépenser chez Zara ou ailleurs, ou chez Sephora, c'est son droit le plus légitime.
Mais après, il y a la responsabilisation du couple quand l'enfant va arriver et qu'il faudra encore plus dépenser. Est-ce que le mari doit tout supporter? C'est une vraie question. Mettez-le moi en commentaire. Est-ce que la parité doit s'appliquer à ce moment-là ou doit-on appliquer le dogme islamique, sachant que la révélation qui mentionne ce fait, on parle d'il y a 1500 ans. Attention, vous allez me dire la temporalité du Coran. Moi, je vais vous répondre, il y a 1500 ans, on n'était pas dans les mêmes mœurs sociales. C'est-à-dire que une femme, globalement, ne travaillait pas. Donc, quand elle travaillait, elle gardait son argent parce que c'était les coutumes de l'époque et c'était bien normal. Donc, en tout cas, on continue. Je connais des femmes mamans solo qui se démènent et qui gagnent des 4-5 000 euros par mois. Qui plus est, voilées. J'ai pas le nom de cette personne, mais allez la contacter si vous réussissez à la localiser, parce que des 4 000 à 5 000 euros par mois net, ce qui veut dire à peu près 7 000 euros bruts, et qui sont voilés, mais il faut qu'elle donne ses filons, parce que moi je connais pas ce filon, à part éventuellement dans la cybersécurité ou l'informatique, où là il n'y a pas de discrimination nécessairement, une femme voilée peut venir dans ce domaine-là, entre guillemets, parce que c'est plutôt technique, ou les ingénieurs, je sais pas dans d'autres domaines, je n'ai pas une connaissance de tous les domaines, mais j'ai envie de dire, on peut avoir ce type de salaire avec des formations très poussées dans des domaines spécifiques, mais là, on a l'impression qu'elle nous dit, elle se démène, c'est des mamans solo. Alors attention, force aux mamans solo qui se démènent et qui s'en sortent, j'en connais personnellement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est elle gagne 4 000 à 5 000 euros par mois en étant voilée. Nous, on aimerait savoir c'est quel type de travail. Parce que moi-même, je vais mettre un voile et je vais y aller. Ah oui, parce que 4 000, 5 000 euros net par mois, nous, on veut savoir c'est quel job, en fait. Allez, donc aucun accès au travail pour elle en France, parce que vous connaissez la discrimination qui est faite vis-à-vis des femmes musulmanes qui portent le voile en France. Et toi, du haut de tes 1,90 m et de tes 110 kilos, tu viens me dire qu'il est beaucoup trop compliqué pour toi de gagner plus d'argent, alors que... J'entends le propos, mais on se pose une vraie question, puisqu'elle finit en disant « et ton 1,90 m », alors ça veut dire que c'est standard, c'est déjà un gars d'1,90 m et de 110 kilos. Alors moi je fais pas 1,90 m, du coup je suis totalement disqualifié. Si vous êtes comme moi et que vous faites pas 1,90 m, eh ben écoutez, on n'a pas de chance. Et puis en plus, avec ma tête, je suis foutu. Mais bon, au-delà de ça, en étant plus sérieux, elle commence par les femmes sont discriminées en France, surtout les femmes voilées, les femmes musulmanes, ok, d'accord, on le sait, il n'y a pas de souci. On peut pas non plus prétendre à tous les emplois quand on porte un voile, malheureusement, on n'est pas dans un pays islamique en France, on est en France. Donc il faut accepter, entre guillemets, le fait qu'on ne peut pas porter un voile pour tous les emplois. Moi, personnellement, j'y vois pas d'inconvénient, mais néanmoins, il y a un accès qui est limité. Après, elle finit en disant, toi, tu fais 1,90 m, 110 kg, et tu sais pas ce que c'est. Je rappelle que quand on s'appelle Mohamed, Abdallah ou Youssouf, c'est très compliqué. Mamadou aussi, Ibrahima, etc., ça va être très compliqué de trouver un emploi pour plusieurs raisons. Il y a l'origine ethnique, il y a le nom de famille, le prénom, et la religion peut parfois rentrer en ligne de compte. À moins qu'elle parle de quelqu'un qui est converti, qui s'appelle Martial. Et après, il y a ceux qui portent des barbes. Parce qu'il y a des musulmans qui considèrent qu'il faut porter une grande barbe parce que c'est la sunna, et bien eux aussi ils sont discriminés. Parce que vous vous doutez bien avec ce qui s'est passé en France en 2015, Charlie Hebdo, puis 2015 Bataclan, etc., les musulmans ne sont pas nécessairement en odeur de sainteté. Donc il faut très bien considérer le fait que les hommes sont tout autant discriminés, si ce n'est plus, que les femmes. En plus, je dois considérer d'un point de vue sociologique, il y a une étude qui a été faite sur ce sujet, que les femmes musulmanes en France vont quand même aller plus loin à l'école, sont plus diplômées que les hommes, et ont plus de facilité d'accès à l'emploi. Vous pouvez retrouver cette enquête. C'est une enquête entre guillemets de SOS Racisme en collaboration avec un institut de sondage, et il a été démontré que les femmes musulmanes avec des noms à connotation maghrébine étaient beaucoup moins discriminées, de l'ordre de 40%, que les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que hormis le voile, si tu veux accéder à un emploi en France et que tu es un homme musulman, nord-africain, maghrébin, ou alors un noir, ça va être très difficile. Mais bon, cette fille n'a nécessairement pas regardé le problème dans son ensemble. Que t'as aucune contrainte. Ça veut dire que tu peux travailler la nuit, tu peux travailler la journée, tu peux être accepté parce que tu ne portes pas le hijab, et tu te plains et tu exiges qu'une femme vienne t'aider. Et le pire...
Bon, là, ça prend une drôle de tournure, parce qu'on a l'impression, je pense qu'elle a de la rancœur, hein. On dirait qu'elle parle de tous les hommes musulmans, ou de tous les hommes maghrébins qui vivent en France. Et en plus, elle dit, tu peux travailler le jour, tu peux travailler la nuit, mais à quel moment il dort, en fait? Et puis, c'est pas tout le monde qui peut faire 2, 3 boulots. Je veux dire, puis c'est pas une vie. Je veux dire, la vie, c'est pas que travailler. Travailler permet d'avoir de l'argent qui permet de vivre, en fait. Ce qu'il faut, c'est vivre. Surtout quand tu es en couple, tu veux vivre avec ta femme, vivre des choses, construire, vivre un bonheur. Donc, pour cela, si l'homme travaille du matin au soir, et il rentre, il va faire un travail de nuit, et il recommence, et il fait ça toute la semaine, au bout d'un mois, tu vas avoir un burn-out, ou alors il va te taper dessus. Hein. Je suis désolé. Mais au-delà de ça, répéter là encore, oui, mais les hommes sont pas discriminés. Bon, bah ça, c'est un manque de vision. Mais je crois qu'il y a beaucoup de rancœur. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Le pire dans tout ça, c'est que tu es né en France. Donc, tu viens même pas d'un autre pays pour te dire, ouais, non, mais j'ai des difficultés, c'est dur, la langue et tout. Tu parles le français. T'as un passeport qui peut te ramener dans plus de 190 pays. Donc, du coup, tu peux aller travailler hors France. Et tu te dis, ouais, non, mais non, il faut que ma femme m'aide. Il faut que ma femme m'aide, sinon je vais pas m'en sortir. Elle est où ta virilité? Alors, où est sa virilité? Moi, je pense que tu l'as mise dans ta poche et qu'ensuite, après, t'as enfoncé ta main et qu'elle a disparu. Alors, le problème, c'est que tu continues dans des élucubrations totalement fantasmagoriques. Là, on n'est même pas dans la litanie qui nous permet d'avoir une vision. On est dans une utopie teintée d'ironie que je pourrais apprécier. Plus sérieusement, tu as un passeport français. Bon, même si dans la vidéo, elle a mis des passeports étrangers, c'est pas grave. Tu as un passeport français, tu parles français. Et tu peux travailler dans 190 pays. Alors, doit-on considérer que la migration professionnelle s'organise comme ça? Admettons que le gars veut aller au Canada. Il faut qu'il ait les diplômes, qu'il soit éligible et qu'il en ait la possibilité. Ensuite, il faut qu'il parle anglais. Ou alors, s'il va au Québec, il faut quand même qu'il parle anglais. Hein. Voilà, et qu'il faut qu'il aille là-bas pour se taper 5 mètres de neige et vivre dans un climat totalement inadapté. Il n'y a pas que le Canada, me direz-vous. Il veut migrer en Europe. Où peut-il aller? Pas en Grèce, pas au Portugal, pas en Espagne. Où là-bas aussi, il y a des crises et le chômage. Il va aller en Allemagne, il faut qu'il parle allemand. Il va aller en Suède, il faut qu'il parle suédois. Ou anglais. Les pays nordiques, anglais. Il veut aller à Londres, anglais. Les vies sont encore plus chères à Londres qu'à Paris. Bon, ok, on élimine l'Europe. Il va aller où? Au Maghreb. Il est marocain. Il va aller au Maroc. Ouais, ok, d'accord. Il peut trouver un emploi. Hein. Il y a du boulot au Maroc. Dans le domaine du data, etc., de l'informatique, ou alors monter une entreprise. Il faut des fonds. Après, il va aller au Maroc. Il va vivre où? Il faut des fonds. Et le Maroc, c'est pas non plus l'Eldorado. Hein. Il faut de l'argent pour vivre. Ok, il est algérien. Même chose, l'Algérie, avec le président Tebboune, favorise l'entrepreneuriat. Il faut qu'il ait encore des fonds. Si tu n'as pas de fonds, c'est le même problème. Tu vas aller en Tunisie, c'est pareil. Il faut des fonds. Il faut des fonds pour se loger, il faut des fonds pour démarrer une activité, et puis après, il faut qu'elle fonctionne, l'activité. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Donc là, tu vas me dire qu'il peut devenir salarié. Eh ben non, parce que s'il est salarié au Maroc dans le domaine de l'informatique, par exemple, où il y a beaucoup de centres d'appel, je prends ce domaine-là, hein, par exemple, il va toucher un salaire qui va lui permettre de subvenir à ses besoins et d'envisager une vie au Maroc. Mais certainement pas de t'aider comme tu le demandes. L'Algérie, même chose. Tunisie, même chose. Après, on parlait du Maghreb. On va descendre, hein, les musulmans, Sénégal, Mali, etc., Côte d'Ivoire, ou d'autres pays. Et il va aller où, en fait? Sans fonds, sans argent. Il gagne 1350 € par mois, selon toi. Là, on a éliminé l'Afrique. Il va aller où? À Dubaï. Il peut pas travailler à Dubaï. Il va aller à Dubaï pour faire quoi? Il parle pas anglais. Il parle pas l'arabe. Je rappelle que la plupart des Maghrébins qui sont en France parle très mal l'arabe, je parle de l'arabe littéraire, et il n'y arrivera pas. Donc il va aller où? Ni en Indonésie, ni en Malaisie, en Thaïlande peut-être. Il peut entreprendre en Thaïlande, c'est pas très cher. Il faudra qu'il parle anglais quand même. Hein. Mais en Thaïlande, je connais des amis qui sont allés en Thaïlande, qui ont réussi, ou même en Malaisie, en Indonésie. Mais tout ça là, ça veut dire que toi tu le suis, tu vas avec lui. Alors si tu commences à lui dire, moi j'aime pas, je veux repartir, on fait comment? Alors tu vois, c'est pas aussi simple que tu me le dis. Travailler du matin au soir, la nuit, le jour, pas discriminer, pas de bar, pas de camis, pas tout ça, à l'étranger dans 190 pays, réveille-toi ma petite, parce que là tu insultes l'homme musulman, qu'il soit maghrébin, africain ou autre, en disant où est sa virilité.
Moi j'ai envie de te dire, où est ta fierté pour tenir des propos pareils? Merci de vous abonner, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Je continue les vidéos en reprenant mon domaine qui est l'histoire, parce que là j'ai fait une petite digression, mais j'en ferai parfois quelques-unes. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Merci.